Bonjour, je suis ravi de vous présenter cette brève introduction de nos grands thèmes macroéconomiques du trimestre repris dans notre guide des marchés. Je vous rappelle que ce guide est une véritable boîte à outils pour le conseiller financier. Vous pourrez le découvrir en détail en allant sur notre site. Sachez aussi que j'aborderai plus en profondeur ces points économiques du trimestre lors de ma webconférence trimestrielle que vous trouverez également sur notre site. Alors, pour le deuxième trimestre, voici les grands thèmes que je vous propose d'aborder et on commence tout de suite avec l'investissement actif en Europe. Alors malgré une banque centrale européenne accommodante, un retour progressif de la croissance, un pétrole et un euro au plus bas, beaucoup se demandent s'il y a encore un intérêt à investir dans les marchés d'actions européens. Car il faut bien reconnaître que ceux-ci ne sont plus aussi bons marchés que par le passé. Cependant, si les valorisations sont légèrement plus hautes que leur moyenne historique, les fondamentaux des entreprises, notamment le niveau d'endettement, sont eux bien meilleurs qu'historiquement. Il nous semble en outre que ce marché dispose toujours d'une marge de progression car la croissance bénéficiaire des entreprises devrait profiter de la baisse de l'euro et du pétrole. Le potentiel est là, mais il ne profitera pas à toutes les actions européennes. Il faudra donc privilégier une approche sélective par secteur ou par pays. Passons maintenant au deuxième thème, naviguer dans l'univers des rendements négatifs. Alors, la quête incessante de croissance économique et d'une inflation plus élevée, menée par les banques centrales ces dernières années, a ramené les taux sur des plus bas historiques dans la plupart du monde développé. Beaucoup d'emprunts d'État sont en effet installés en territoire négatif. Ainsi, des stratégies diversifiées et flexibles apparaissent encore comme le meilleur moyen de protéger les portefeuilles. En clair, les investisseurs doivent se faire à l'idée d'inclure potentiellement dans leur portefeuille une gamme plus large d'instruments obligataires, comme par exemple les obligations d'entreprises européennes à haut rendement. Passons maintenant au Japon. Faut-il reconsidérer son attrait? C'est la vraie question, vu les problèmes structurels du pays. Il serait prématuré de dire que les Abenomics sont une réussite. Mais l'attrait principal du marché d'actions japonais, c'est son niveau de valorisation. Même si le Nikkei 225 a gagné 180% depuis mars 2009, le marché japonais reste l'un des seuls du monde développé à s'échanger encore en deçà de sa moyenne sur 10 ans. Son ratio court-bénéfice gravite en effet autour de 15 contre une moyenne à long terme d'un peu plus de 19. Même si le marché japonais réalise un bon début d'année, nous pensons qu'il restera soutenu à court et à moyen terme par des valorisations attrayantes, des dynamiques de bénéfices satisfaisantes et des achats structurels des organismes publics nippons. Les spécificités de ce marché devraient aussi susciter l'intérêt des investisseurs en quête de diversification. Ces 3 dernières années, ce marché s'est en effet révélé faiblement corrélé aux autres marchés internationaux. Et on termine avec notre 4e thème, la diversification et thème récurrent s'il en est. Sur la gauche de l'écran, vous retrouvez un extrait d'un des slides les plus importants de notre guide des marchés. Il s'agit de la performance des différentes classes d'actifs. Vous pouvez observer qu'un portefeuille fictif et fixe, dont la recette se trouve en note bas de page, a réalisé des performances intéressantes sur 10 ans. Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, nous continuons de penser qu'une bonne diversification et un investissement de long terme permettent d'aborder les marchés financiers de manière plus sereine. Merci de votre attention et à bientôt.